Vous êtes sur Niwod Info. Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité dans Niwod Soir. Le 8 mars dernier a marqué la célébration de la Journée internationale des droits des femmes presque partout dans le monde. Et au Togo, l'événement a connu des actions d'ordre de sensibilisation et de mobilisation dédiées à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau deux militantes du respect des droits des humains en général et de la femme en particulier. Vous êtes élu local, conseillère municipale de la commune Golfe 5, Micheline Bossou-Souejede. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlotte, merci de nous inviter. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes également directrice exécutive de l'association Précieux Trésor de Vie, promotrice des conférences Confégel et productrice de films. Oui, c'est bien cela. On va aller plus en détail dans un instant. Avec Également plaisir. sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Madame Pisvera Ahadi, présidente de l'association Hands from Above. Bienvenue. Merci beaucoup Charlotte. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Je vous présentais à l'instant à nos téléspectateurs et téléspectatrices, mais en tant qu'épouse, mère, femme, comment arrivez-vous à concilier toutes ces responsabilités que vous portez? Merci Charlotte. Cette question, on me la pose souvent. Je vais dire c'est une question d'organisation. D'organisation d'abord, mais aussi d'équipe. Je me repose aussi sur une équipe que j'ai. Je me repose aussi sur l'adhésion de mon partenaire, de mon mari. Organisation pour pouvoir planifier la semaine, pour que quand bien même je suis dehors, je suis dans mes activités, parfois tard dans la nuit, que n'empiète pas sur ce qui doit se passer à la maison. C'est pour cela que je le dis souvent, vous pouvez me voir à minuit, 1h du matin à la cuisine parce que je dois préparer la semaine. Et je le fais avec plaisir, ce n'est pas une contrainte. C'est comme ça que moi je planifie les choses. J'ai réussi à avoir l'adhésion de mon mari pour que même si je ne suis pas là une semaine parce qu'en voyage, en mission ou autre, qu'il ne se plaigne pas, qu'il ait tout à sa disposition. Mes enfants aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir de grands enfants qui ont déjà quitté la maison. Et pour dire que j'ai dû faire les choses progressivement. Au moment où les enfants étaient tout petits, mon programme n'était pas ainsi. J'ai dû m'adapter à l'évolution des choses. J'ai dû m'adapter au cycle de ma vie et pour en arriver là. La planification, l'organisation, c'est une question de temps. Vous avez commencé il y a bien longtemps à vous entendre. Oui, alors j'ai commencé à travailler en 1991. J'ai commencé à travailler en 91. J'ai travaillé en entreprise pendant 9 ans avant de démissionner pour me mettre à mon propre compte. Et depuis 2011, là, c'est complètement à mon propre compte parce qu'entre-temps, je me suis mise à mon propre compte. Je suis retournée en entreprise. J'ai travaillé aussi avec mon mari et là, j'ai pas trop aimé parce que je ne comprenais pas trop pourquoi on pouvait bien rire et faire tout ce qu'on veut à la maison. Et quand on arrivait sur le terrain professionnel, quand on arrivait en entreprise, je le reconnaissais plus. Bon, il devient carrément le patron. Et c'est lui qui avait raison. Mais à l'époque, je me disais, ben, c'est quoi, pourquoi je ne peux pas me permettre certaines choses? Mais ça doit être comme ça. Et j'ai dû laisser tomber pour retourner encore en entreprise avant de finalement m'installer à mon propre compte depuis 2011 à la création de la maison TV5 Monde. Parce que j'avais une vision pour ce centre-là et je ne pouvais pas le laisser aux mains des autres. Je devais être là, je suis restée et avec la maison TV5 Monde aujourd'hui, bon, les autres activités ont découlé. Voilà. La planification, l'organisation, la prise de décision, Oui. pas toujours facile. C'était aussi votre réalité. Pisvera Ahadi, comment arrivez-vous aujourd'hui à porter Hands from Above qui dédie donc ses missions à sortir de la rue des personnes vivant avec des troubles mentaux et à promouvoir une bonne santé mentale pour tous? Comment est-ce que j'arrive? Je dirais c'est vraiment par la grâce de Dieu parce que comme Madame Souejede,
Moi aussi, j'ai eu à démissionner de mon poste entre-temps pour pouvoir me donner entièrement à ce que je fais. Parce que j'ai créé l'association depuis 2017, mais j'ai démissionné en 2019 pour pouvoir entièrement me donner à cette tâche-là. Principalement parce que j'ai vu que c'était une tâche qui demandait beaucoup d'énergie. Et soit je voulais le faire, soit je ne voulais pas le faire. Et je suis une personne qui aime vraiment me donner 100% pour ce que je veux faire. Et donc, j'ai décidé de me mettre à temps plein et voilà là où on est. Des parcours académiques, certainement, des opportunités d'emploi en entreprise, mais au final, vous décidez de vous mettre à votre propre compte et au service de la société. Qu'est-ce qui explique cette motivation à un moment donné chez beaucoup de femmes comme vous sur ce plateau, Madame Sodjedé? Alors, qu'est-ce qui explique cette motivation? Moi, j'ai toujours dit que ce que je fais, c'est comme une mission de vie. Une mission de vie, certains l'appelleront appel. Si je ne le fais pas, je ne suis pas à l'aise, je ne m'épanouis pas. Donc, je le prends tout simplement comme ça. C'est pour ça que je dis à tous ceux qui me disent « je veux faire comme toi », je dis attention, tu ne veux faire pas comme moi parce que tu l'as en toi, c'est ta vision, c'est ton projet de vie, ou bien c'est parce que tu me vois faire. Ça ne doit pas être comme ça. Je ne fais rien par contraintement. Je le fais parce que je me sens dans la chose, je le fais parce que ça m'épanouit. Sinon, j'arrête. Donc, je vais dire, c'est une mission de vie, tout simplement. Être au service de la société, de la communauté par conviction. Je le disais tantôt, le 8 mars dernier marquait la journée internationale pour les droits des femmes, défendre et exiger le respect des droits des femmes. Vous étiez certainement sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez pu constater ou noter de positif? Est-ce que les mentalités changent véritablement à l'égard de la femme dans nos sociétés africaines? Est-ce que les mentalités changent? Oui, certainement, parce qu'on voit des évolutions. Mais est-ce que ça change? Est-ce que le changement est assez, comment le dire, assez perceptible? Je crois qu'il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Au vu du 8 mars passé, ce qui s'est fait, bon, moi j'ai trouvé que il n'y a rien de nouveau en fait. Et des conférences, la sensibilisation? Oui, c'est tout ce qu'on faisait depuis. Il y avait des conférences. Oui, et on le faisait depuis. On le faisait depuis, mais moi je pense qu'à un moment, il faudrait qu'on fasse le bilan pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il reste à faire et évoluer là-dessus. C'est très bien ce qui a été fait. Ou collectif? Collectif. Collectif, surtout au niveau de nos gouvernants. Dans les associations, ça se fait. Hein. Toutes les associations, pratiquement, qui sont dans la lutte pour les droits des femmes, ils l'ont fait. Elles l'ont fait. Chacune à son niveau a rassemblé ses membres pour débattre des sujets sur comment faire évoluer les choses. Mais moi, j'attends beaucoup plus au niveau des gouvernants pour que ça soit plus collectif que dans des secteurs différents. Parce que chacun le fait à son niveau et j'ai l'impression que ça reste dans un cercle fermé. Il faudra qu'on sorte parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'aller sur les médias, d'aller sur les terrains, d'aller par-ci ou par-là pour que ceux qui doivent écouter les messages puissent l'écouter. Surtout quand on va dans les milieux ruraux, je me dis qu'il reste beaucoup à faire. Les femmes dans les milieux ruraux sont très engagées, sont très dynamiques, mais parfois ne connaissent pas les tests qui existent pour qu'elles puissent davantage s'épanouir. Les tests existent en français, alors que la plupart des femmes, par exemple, ne savent peut-être pas lire et autres. Il faut qu'on en arrive, par exemple, à traduire ces tests-là. Vous estimez qu'on en fait plus davantage peut-être en milieu urbain, dans les grandes villes, que dans les milieux ruraux? Oui, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses concentrées en milieu urbain et il faut qu'on aille beaucoup plus en milieu rural. Isfera Hadji, les femmes sont comptées aussi parmi vos patients. Quelles sont les difficultés qu'elles évoquent à votre niveau? Les femmes de notre côté, si je dois parler des femmes qui sont particulièrement dans les rues et qui souffrent de la maladie mentale, comme on le sait, il y en a beaucoup qui sont abusées, maltraitées et abusées et qui passent par énormément de choses, mais personne n'est informé par rapport à ce qui se passe. Donc, il est vraiment important de pouvoir travailler à cela et changer un peu ce que les gens sont en train de vivre. Voilà.
Et ces femmes, parmi vos patientes, est-ce que qu'est-ce que vous leur offrez comme accompagnement? Voilà, donc parmi les femmes que nous accompagnons avec l'opération Agbeyeye, qui vraiment se focalise beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes, parce que nous savons qu'elles sont beaucoup plus vulnérables dans les rues, parce qu'elles sont, comme je le disais tout à l'heure, elles sont abusées, maltraitées, violées. Donc nous essayons vraiment de faire en sorte de les sortir, et avec le projet aujourd'hui, nous en avons sorti 10. Il y en a beaucoup d'autres dans les rues, et nous avons tout le temps des appels par rapport à des cas qu'il faut sortir. Donc voilà, nous essayons tant bien que mal de les sortir et de faire en sorte qu'elles puissent quand même qu'elles soient en sécurité d'abord, qu'elles puissent suivre un traitement et que par la suite elles puissent revenir dans la vie réinsérée, qu'elles puissent faire des activités pour pouvoir s'en sortir. Voilà. Vous êtes des femmes chefs d'entreprise et aussi militantes des questions des droits humains. Comment définirez-vous le leadership féminin? Alors, le leadership, c'est d'avoir une question d'influence. C'est l'influence qu'on a sur les autres à travers ce qu'on fait, ce qu'on dit et qui amène les autres à suivre, à nous suivre. Maintenant, quand on ajoute féminin, quelle est la particularité? C'est cette touche féminine qu'on apporte au leadership par rapport à notre spécificité en tant que femme, à notre spécificité en tant que mère, épouse. Nous avons nous avons une manière de voir les choses qui est différente de ce que les hommes font ou disent. Et c'est cette touche féminine-là apportée à notre leadership. Moi, je pense que c'est pour cela qu'on parle de leadership féminin. Sinon, le leadership, de façon générale, c'est l'influence qu'on exerce sur les autres et qui les amène à nous suivre dans notre engagement, dans ce que nous faisons. Voilà. En tant que femme, ça vous facilite aussi les choses dans votre quotidien, dans le domaine de la santé, comment ça se passe? Je ne dirais pas que ça nous facilite les choses. C'est vrai que c'est toujours difficile en tant que femme parfois de pouvoir faire entendre sa voix, parce que souvent les gens se disent dans le domaine de la santé mentale que voilà, pourquoi est-ce que tu as décidé d'aller sortir les personnes malades de la rue, tu n'as pas peur de t'approcher d'eux, etc., etc. Donc on se dit que c'est un monde beaucoup plus masculin, mais je crois que petit à petit les gens commencent à comprendre que les femmes, nous sommes aussi beaucoup plus compatissantes. Nous avons cette particularité-là, beaucoup de douceur, et tout cela nous emmène à faire l'écoute, et cela nous emmène à opérer différemment et à pouvoir donner beaucoup plus d'amour à ces personnes-là. Parce que comme je le dis, la maladie mentale avec beaucoup d'amour, ça se guérit. Alors, je vais rester avec vous. Le Togo, notre pays, est reconnu meilleur élève en matière de promotion de la femme, puisqu'on compte aujourd'hui quelques 12 femmes ministres, femmes chefs du gouvernement, femmes présidentes de l'Assemblée nationale. On a plus de 100 femmes élues locales. Pourquoi aujourd'hui, malgré ces avancées, la question du genre se pose toujours dans la vie courante? Je dirais qu'il y a deux problèmes. D'abord, le fait que les jeunes filles, beaucoup d'entre elles n'arrivent pas forcément à voir ces modèles-là. Elles sont beaucoup plus enfermées sur peut-être ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et n'arrivent pas à voir ce côté-là où la femme peut faire ci, ça, ça. Parce que souvent, quand on cause avec les jeunes filles, on a l'impression qu'elles sont un peu dans une bulle et elles ont besoin de sortir de là. Elles ne sont pas conscientes en fait du talent qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Elles ne pensent même pas qu'en réalité, elles devraient pouvoir rêver, avoir des objectifs. Beaucoup sont fermés dans le fait qu'il faut juste peut-être se marier ou de rester dans leur bulle. Donc, je pense qu'il faudrait, au-delà du fait de pouvoir donner des opportunités aux femmes dans toutes ces sphères-là, il faudrait également pouvoir aller vers la nouvelle génération et les emmener progressivement à croire en elles, à savoir que voilà, il y a des opportunités et que c'est pas juste la finalité, c'est pas peut-être le mariage, c'est pas juste si, mais on peut faire tout ça et être des femmes. Voilà. C'est aussi les questions que vous abordez lors des conférences du Confégel. Oui, effectivement, nous amenons les jeunes à comprendre qu'ils peuvent être leaders et que ce n'est pas donné à une catégorie de personnes d'être leader. Mais pour être leader, il faut travailler sur soi. C'est pour ça que nous parlons de formation et d'information et de vision. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et c'est là que l'information est importante pour savoir quelles sont les différentes opportunités qui existent. Maintenant, je connais les opportunités et je sais que là, ça me convient. Mais pour que je puisse aller là, il me faut être formé, il me faut recevoir des compétences
Et c'est là que la formation joue. Donc, c'est très important que les jeunes comprennent aujourd'hui que ceux qui sont à la tête, ceux qui sont leaders aujourd'hui n'ont pas de tête. Ce sont des humains comme eux et qu'ils ont dû travailler sur eux-mêmes pour être là où ils sont. Et spécialement pour les femmes, et elle a dit ne pas penser que mariage. Ce n'est pas le fait de penser mariage qui est problème. Oui, la femme doit se marier, mais ce n'est pas incompatible avec le fait de devenir une femme leader inspirante dans la société. Et c'est toutes ces informations, oui, que nous leur donnons lors de nos conférences, aussi bien Confégel que Femmes Ensemble. Confégel, c'est pour les jeunes en général, et Femmes Ensemble, c'est juste avec les jeunes filles où on met devant elles des femmes modèles de réussite qui partagent avec elles comment elles ont réussi à être ce qu'elles sont aujourd'hui. Aussi bien leur réussite que leur échec. Aussi bien les opportunités qu'elles ont pu saisir que les obstacles qu'elles ont dû affronter, les défis qu'elles ont dû affronter dans la vie pour être... Parce que ce n'est pas facile. Quoi qu'on dise, je disais quelque part la dernière fois, quand on vous dit ça n'a pas été facile, ça a été difficile, ce qu'il y a dans ça n'a pas été facile là, si on le met à le dire, on va réfléchir par 2 fois avant de faire certains choix. Vous faites le nécessaire lors des conférences pour aborder ces sujets presque peut-être tabous ou non pas à l'école, on n'a pas toujours la chance d'aborder. Mais est-ce que dans l'éducation à la base n'est pas aussi responsable quelque part de cette situation? Oui, justement. Et c'est ce qu'on essaie de relever. L'éducation à la base, l'éducation à la maison même, a une place très importante parce que l'école nous donne juste le nécessaire. L'école, l'éducation formelle, l'instruction que nous recevons à l'école n'est pas destinée à faire de nous des hommes accomplis, des hommes épanouis dans tous les domaines. Il y a la place de l'éducation de la maison et qui doit suivre, notamment quand on parle des questions d'éducation sexuelle, qui deviennent aujourd'hui des obstacles pour beaucoup de jeunes filles et même beaucoup de garçons auteurs de grossesse. Il faut comprendre que l'école va faire sa part, mais le nécessaire doit commencer à la maison. Et de plus en plus, avec les réseaux sociaux, nos jeunes vont, enfin pas tous heureusement, mais beaucoup de jeunes vont à la dérive, si je peux me permettre d'utiliser ce mot. Une influence extérieure, vous avez évoqué tantôt les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, le digital, le numérique, c'est aussi un outil pour faciliter le quotidien des femmes et notamment des jeunes. Comment les conscientiser à ce que ça soit justement utilisé à bon escient? Voilà, comme vous l'avez dit, vraiment, les réseaux sociaux, c'est un bon outil, c'est vrai. Mais comme toute chose, il y a le côté négatif qui peut sortir de là. Et sachant que sur les réseaux sociaux, il y a toutes sortes d'informations, il y a toutes sortes de modèles, les modèles positifs comme les modèles qu'il ne faut pas forcément suivre, mais qui peut-être ont l'air d'exceller. Et donc, cela fait que beaucoup de jeunes, ils préfèrent peut-être la facilité. Ils regardent, ils se disent, mais celle-ci, peut-être, elle n'a pas fait ci, mais on voit bien qu'elle est en train de gagner de l'argent. Et tout se résume en fait à l'argent, alors que on peut être de bons modèles. Il y a d'autres bons modèles sur les réseaux sociaux qu'on peut suivre. Donc peut-être ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment d'atteindre cette jeunesse-là, peut-être à la base dans les écoles et pouvoir leur parler, leur montrer ces modèles-là, leur montrer qu'il y a la possibilité de pouvoir s'en sortir, tout comme ce que Madame Sedjedé fait au travers de ses conférences. Et je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont touchés par cela et qui croient vraiment qu'elles peuvent y arriver. Parce que là, lorsqu'on voit des jeunes filles qui disent « Ah, mais je veux faire telle chose » et cette personne a cette passion, cette volonté et cette conviction, on sent qu'il y a eu quelque chose derrière. Et ça, ce sont des modèles qu'ils ont vus, qui les ont inspirés et qui les emmènent à pouvoir vouloir faire plus. Donc, je pense que c'est vraiment de mettre devant eux des modèles parce que ce qu'on voit, ça crée en nous peut-être parfois, ça déclenche en fait cette volonté de faire mieux. Ça déclenche en nous ce rêve-là, peut-être qui était caché, peut-être dû aux circonstances de la vie. On a dû faire taire en grandissant, mais à un moment donné, on voit peut-être quelqu'un comme Madame Sedjedé, par
exemple, ou peut-être comme le Premier ministre, et on se dit, mais je peux aussi à un moment donné devenir comme ça. Donc, je vais me former, utiliser tous les outils, que ce soit le digital, en suivant des cours en ligne, parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes d'informations sur Internet, et on peut avoir même des cours, se faire former, et parfois même à moindre coût. Donc, il y a toutes ces informations, ils ont juste besoin d'avoir accès à cela, de savoir que voilà, en allant ici, je pourrais avoir ces informations-là, et je pourrais devenir quelqu'un demain. Donc, voilà ce que je peux ajouter. La prise d'initiative, vous l'avez évoqué dans vos propos, vous voulez rebondir? Oui, il faut aujourd'hui une grande sensibilisation de la jeunesse sur les questions de réseaux sociaux. Aujourd'hui, le monde se digitalise davantage et le monde va presque devenir tout numérique, j'en sais rien. D'un village planétaire. Oui. Et les jeunes doivent être sensibilisés pour comprendre que Internet ou tout ce qui est numérique offre tellement d'opportunités pour avancer dans la vie, mais en même temps, si on ne sait pas l'utiliser, on tombe dans des dérives pas possibles. Aujourd'hui, les jeunes regardent ce que les autres postent sur Internet. Mais je dis souvent aux jeunes, en tout cas avec qui je suis en contact, je poste sur les réseaux sociaux ce que je veux que vous sachiez de moi. Je ne poste pas toute ma vie. Je ne poste pas quand je suis là à pleurer dans ma maison pour ceci. Je ne vais pas poster ça. Je poste ce que je veux que vous voyez. C'est ce que les gens font. Je n'ai rien contre les influenceurs, mais ils sont tellement influencés. Et ça aussi, c'est du leadership. C'est leur leadership pour rappeler que le leadership n'est pas toujours positif. C'est aussi leur leadership d'influencer. Mais ce n'est pas toutes les influences que nous voyons sur les réseaux sociaux qui sont à prendre. On vient exposer l'argent qu'on gagne facilement. Eh bien, les jeunes veulent gagner de l'argent facilement. Mais non, l'argent ne se gagne pas facilement. Il faut travailler. Sauf qu'on ne leur dit pas, j'ai dû faire ceci, faire cela, arriver à s'y tomber ici et là avant de gagner l'argent. On vient montrer le résultat. Eh bien, ils sont pressés de réussir maintenant, tout de suite. Et bonjour les dégâts. C'est vrai qu'il n'y a pas que des jeunes sur les réseaux sociaux, des personnes adultes également, oui. les femmes également, mais à l'endroit des femmes qui suivent cette émission et qui sont des modèles de réussite, en tout cas identifiés par les jeunes. Qu'est-ce que vous leur direz pour davantage également vous soutenir dans vos combats individuels? Moi, je dirais, il faut que les femmes entre elles s'entraident aussi. Est-ce que justement, la solidarité féminine. Là, il faut qu'il y ait de la solidarité. C'est toujours garanti. Exactement. C'est pas toujours garanti. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de piques. Parfois, on se dit pourquoi celle-ci, pourquoi pas moi? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi pour y arriver? Voilà, peut-être je travaille plus qu'elle, mais pourquoi est-ce qu'elle a beaucoup de facilité? Alors qu'on ne connaît pas, comme Madame vient de le dire, les combats cachés, les pleurs, les difficultés des autres. Donc moi, ce que je vais dire, c'est qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de solidarité. Mais en le disant comme ça va pas forcément changer. Je crois qu'il faudrait que les femmes entre elles, celles qui arrivent ou bien celles qui comprennent déjà que c'est important qu'il y ait une certaine solidarité, que celles-là montrent l'exemple aux autres en se disant mais entre femmes on peut faire beaucoup de choses, entre femmes on peut s'ouvrir des opportunités, entre femmes on peut se tirer vers le haut, et en faisant cela d'autres personnes le verront et se diront c'est une femme qui est en train d'aider l'autre femme comme ça, c'est une femme qui est en train de valoriser l'autre comme ça, donc je voudrais faire comme ça. C'est aussi une question de leadership, de montrer l'exemple à toutes ces autres femmes là que c'est possible qu'entre femmes on puisse y arriver. Il n'y a pas forcément, il y a pas de compétition. On est tous là, on veut faire du bien, on veut évoluer, on veut réussir, et c'est totalement normal de vouloir cela. Donc vous êtes oui, c'est ça. Le terrain est grand et il y a beaucoup de couloirs. Chacune peut évoluer dans son couloir, donc il n'y a pas de raison qu'on vienne combattre l'une ou l'autre dans ce qu'elle fait. Et cette solidarité féminine nous ordonne ou nous oblige aussi à ne pas aller, encenser les femmes qui font des erreurs, surtout publiquement. Quand des femmes se mettent à critiquer, à insulter d'autres femmes pour des faiblesses, pour des erreurs, et même là, qui dit que ce sont des erreurs? Ça peut être erreur pour vous, mais ça peut être, je ne sais pas, opportunité pour quelqu'un d'autre. Donc, que les femmes arrêtent de critiquer les autres, arrêtent de les insulter, surtout dans le domaine public. Si on a quelque chose, Charlotte, tu fais quelque chose que je ne trouve pas bien, il vaut mieux que je me rapproche de toi
pour te dire, Charlotte, j'ai vu ça. Mais et est-ce si qu'on peut est faire... toujours réceptrice On n'est pas toujours réceptif, mais on aura essayé si on le faisait. Mais ça ne nous oblige pas, ça ne nous donne pas l'autorisation d'aller sur les réseaux sociaux et de commencer à dire n'importe quoi sur d'autres femmes. Que les hommes le fassent, bon, on comprend, je ne sais même pas de quoi ils se mêlent, mais que les femmes le fassent contre d'autres femmes, moi, ça me dérange beaucoup. Un autre frein à l'épanouissement de la femme qu'on relève aujourd'hui et qui ressort beaucoup dans les discussions, c'est les violences basées sur le genre. Oui. Et ça, il faut dire que nous l'avons hérité de notre tradition, de notre culture. Comment et changer progresse. les mentalités. Voilà. Maintenant, les mentalités doivent changer. Et il est vrai que ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Donc, c'est un combat de tous les jours. Et c'est dans ce combat que nous sommes que les hommes arrêtent de violenter les femmes. Bon, c'est vice-versa, hein, sauf que les femmes sont plus vulnérables que les hommes. Et donc, ensemble, dans la complémentarité, que les hommes comprennent que ça doit se faire, que nous sommes complémentaires. Pour nous, chrétiens, nous disons que... mais est-ce qu'il n'y a que des femmes, des hommes qui violentent les femmes? Vous parliez tantôt aujourd'hui de comment les femmes peuvent aussi avoir ces influences négatives parce que voilà, ça peut être psychologique. Voilà, il faut qu'on en prenne conscience d'abord. Parce que tant qu'on ne saura pas que ce que je fais là est une violence contre l'autre, on ne peut pas le corriger. Donc, qu'on en prenne conscience et donc par la sensibilisation, qu'on puisse relever les différents domaines dans lesquels la violence est exercée pour éveiller les consciences et commencer à agir là-dessus. Sinon, il y a plein de domaines dans lesquels cette violence est exercée. Psychologiquement, mentalement, physiquement et beaucoup de domaines. Vous avez quelque chose à ajouter? Moi, je crois qu'il faut ajouter également qu'il faudrait que toute personne puisse comprendre qu'on est des êtres humains avec des vécus et des expériences et que parfois, en grandissant, on a eu à voir certaines choses qui ont eu des impacts sur nous. Donc, il faudrait qu'on puisse apprendre qu'il faut qu'on puisse travailler sur soi. Et cela nécessite vraiment parfois qu'on s'écoute et qu'on sache que voilà, peut-être j'ai un problème avec la colère, il faudrait que je le corrige. J'ai un problème avec la communication, j'ai un problème avec ceci et voilà. Et plus on s'écoute, plus on se rend compte que voilà, j'ai tel problème et je dois aller vers ce qui va m'aider à pouvoir corriger cela. Pour certains, c'est en lisant un livre, pour d'autres, c'est en allant vers un psychologue, pour d'autres, c'est vraiment en vraiment développant leur foi, mais tout doit nous emmener à pouvoir nous améliorer parce que voilà, la vie c'est tout un chemin et c'est amélioration sur amélioration. Le moment où tout le monde commencera à vraiment travailler sur soi, à se développer personnellement, intérieurement, mentalement, psychologiquement, émotionnellement, cela amènera beaucoup plus les gens à diminuer en fait, à changer ces comportements là parce que je crois que beaucoup de gens beaucoup d'hommes ou beaucoup de femmes, vice versa, qui posent ces actes là, que ce soit entre les femmes, entre elles-mêmes ou dans un couple, etc. C'est dû au fait que ces personnes sont blessées. Ces personnes ont des difficultés intérieures et ces personnes ont besoin d'être guéries. Alors, voilà. Très rapidement, votre domaine, c'est la promotion de la santé pour tous. Un message à l'endroit de la population. Comment préserver sa santé mentale? Pour prendre soin de sa santé mentale, il faut faire du sport. Comme on le sait, pour sa santé, il faut faire du sport, il faut manger sainement, il faut s'écouter, comme je viens de le dire. Il faut apprendre à dire non, parfois, se mettre des limites, savoir que voilà, je peux faire beaucoup de choses, mais parfois, il faut savoir que voilà, ça, j'en fais peut-être trop. S'écouter lorsqu'on est fatigué, épuisé, afin de ne pas exagérer, se reposer, dormir suffisamment et voilà, faire des activités de plaisir, s'écouter. Et en s'écoutant, on trouve toujours ce qu'il faut. Merci. Très rapidement, un message pour inviter les uns et les autres à contribuer au développement, participer au projet de développement communautaire. Vous êtes une élue locale, je répète. Oui, comme je le disais, le terrain est grand et l'engagement de chacun est nécessaire pour qu'ensemble nous puissions construire notre communauté. Mais permettez en quelques secondes que je revienne sur les questions des jeunes filles, mères, adolescentes surtout. En travaillant avec elles, on se rend compte que les causes, en fait, sont beaucoup d'ordre. Il y a beaucoup de viols que les filles n'arrivent pas à mettre, c'est-à-dire à mettre des mots là-dessus. Il m'a forcé, il m'a obligé,
Mais beaucoup de filles, sur les 109 que nous avons retenues, avec lesquelles nous avons travaillé, plus de la moitié ont été violées. Il y a les problèmes de précarité, de pauvreté dans les maisons qui les amènent à aller chercher de l'argent dehors. Et il suffit qu'un homme leur propose 500 000 francs, elles se donnent parce que, bon, c'est lui qui m'aide et finalement, il m'a demandé, je n'ai pas pu dire non. Il faut travailler là-dessus aussi. Il y a ce problème de blessure intérieure qui amène les filles à faire des choses en ne se rendant pas compte qu'elles se font du tort. Donc, il y a tellement de causes sur lesquelles on doit travailler. Plutôt que de travailler sur ce qu'on voit aujourd'hui, il faut qu'on retourne à la source du problème pour y travailler. Sinon, on aura toujours... Il y a la question d'information sur l'éducation sexuelle. Tel qu'on le fait, voilà. Merci beaucoup. Faut tout cela. On était avec vous, Madame Micheline Bosso-Swedjede. Vous êtes élue locale à la conseil municipal Commune Golfe 5. Commune Golfe 5 et également directrice exécutive de l'association Précieux Trésor de Vie. Vous accompagnez les jeunes filles et surtout beaucoup plus les adolescents aujourd'hui. Merci beaucoup. On était également avec vous, Pisvera Aradi, président de l'association Hands From Above. Merci à vous de nous avoir suivis. Juste derrière, on marque une pause pour le journal et vous retrouverez Helmut Pinto pour Regard croisé.